Et est-ce que vous savez, un enfant, à quoi il voit votre autorité? L'enfant est très doué pour regarder une partie du corps. Alors je vous mime des activités, voilà, vous imaginez que je suis en autorité devant vous. Arrêtez de me regarder comme ça. Mais calmez-vous, quoi. On est face. Qu'est-ce qui a changé? La posture. Et l'enfant, il regarde un endroit qui s'appelle les hanches. Non, il ne regarde pas vous, non. Il regarde les hanches. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. Parce que les hanches, c'est là, comme notre cerveau, quand on prend une décision, toutes les décisions passent par les hanches. Si je veux prendre quelque chose qui est devant moi, et que je fais que mon bras, et que c'est plus loin que mon bras, je ne pourrai jamais l'atteindre si je ne bouge pas mon bassin. Et le bassin, c'est notre ouverture au monde, c'est notre stabilité au sol. Et l'enfant, ce qu'il a besoin de voir, c'est que vous êtes stable. Quand il a en face de lui un adulte qui est stable, qui a les deux pieds bien posés au sol, il est en sécurité et il écoutera. Quand il a un adulte qui est en déséquilibre, il n'écoutera pas. Il va même aller plus loin, il va tester jusqu'où l'adulte est en déséquilibre. Le besoin de sécurité d'un enfant, c'est le besoin de savoir qu'au moins un des adultes, qui s'appellent ses parents, ou qui ont autorité sur lui, sont capables d'arrêter son énergie quand elle est débordante. La sécurité d'un enfant, c'est quand quelqu'un est capable de lui dire « Stop, on arrête maintenant, on se calme, on se pose, on va passer à une autre activité. » Ce n'est pas forcément le non, c'est aider l'enfant à canaliser son énergie, et notamment jusqu'à 7-8 ans, où il a du mal à la canaliser par lui-même. C'est ça, la sécurité d'un enfant. Et ça, la sécurité, quand vous voulez canaliser l'énergie d'un enfant, si vous n'êtes pas stable sur vos pieds, essayez de canaliser un truc qui est à 300 à l'heure et qui n'arrivera pas à se poser lui-même si vous n'êtes pas posé. Là, il y a autre chose qui est hyper important pour l'enfant, et je parlais des souvenirs des ados. Vous vous souvenez tout à l'heure, le meilleur moment que les ados se souviennent, c'est quand ils sont seuls avec l'adulte. Devinez quel est le deuxième moment que les ados se souviennent. Et alors, c'est le deuxième moment qu'ils se souviennent de leur petite enfance, et c'est le moment qu'ils préfèrent en tant qu'ados, même s'ils ne sont pas actifs dans ce moment-là. C'est le dîner quand toute la famille est autour de la table. Le meilleur moment que les ados se souviennent, c'est quand on mange tous autour de la table. Et le paradoxe, quand moi j'accompagne des ados, alors toute classe sociale confondue, toute psychologie confondue, ce qu'ils adorent, c'est le soir être là et avoir le sentiment d'appartenance à un groupe le soir. Et le repas est un moment fondamental pour l'enfant. Le repas alors, il y a deux repas qui sont importants pour lui. Le 4 heures. Alors, le 4 heures, c'est le symbole de la douceur. Pour l'enfant, le 4 heures, c'est le symbole de la douceur. C'est le symbole que je reviens dans mon monde de sécurité. Le 4 heures, c'est ça. Et le soir, le repas du soir, c'est le symbole que j'appartiens à une famille qui est fière de m'avoir en son sein. Alors, quand je dis le repas du soir et les souvenirs des jeunes, c'est un repas du soir où il n'y a pas de télé, c'est un repas du soir où on parle, je reviens aux besoins en relation, et c'est un repas du soir où on échange aussi sur l'alimentation qu'on peut avoir à côté. Les enfants ont besoin de ce temps-là. Mais on est bien d'accord, ça ne convient qu'aux enfants. Parce que nous, on a quand même autre chose à faire et ils prennent le temps, eux.
Non, ce temps du soir, c'est un temps fondamental pour les enfants. Ça va même plus loin puisque dans les études, on sait que ce temps passé en famille va développer la capacité à s'endormir plus rapidement ou pas. Et que moins le temps du soir, du repas du soir est échangé, plus l'endormissement est difficile. C'est des tout petits détails, mais qui font qu'on va vers l'autonomie, parce que l'autonomie, c'est aussi prendre la décision de s'endormir, de bien s'endormir et d'aller de l'avant. L'enfant, il a besoin de tout ça pour aller dans l'autonomie. Et puis, il a un besoin qu'à un moment donné, il puisse avoir sa bulle à lui. Alors, ça veut dire quoi, avoir sa bulle? En fait, vous allez voir à la sortie, je vends des bulles plastiques où vous pouvez mettre votre enfant dedans. Non, c'est pas ça du tout. Je pourrais le faire, parce que je suis assez dingue pour le faire. Mais en fait, avoir sa bulle, c'est avoir un moment dans la journée où on lui demande d'aller dans un espace tout seul, et on demande à la fratrie, et nous en tant qu'adultes, où on n'y va pas. Est-ce que vous n'avez pas des moments dans la journée où vous en avez ras la casquette de tous les autres? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans la journée où vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller dans les toilettes parce qu'il n'y a personne et qu'on ne vient pas vous déranger dans ce moment-là? Ah non, mais ça, il faut les siennes parce qu'on connaît les odeurs, sinon... Mais il y a plein d'endroits, notamment dans les entreprises, pourquoi les toilettes sont souvent prisées? Parce que c'est le moment où on peut s'isoler des autres, se mettre dans sa bulle, ce qu'on appelle psychologiquement se récupérer pour revenir au milieu des autres. Un enfant, il a besoin qu'on l'invite à vivre ça régulièrement. Et si on l'invite à vivre ça, c'est qu'on ne va pas après dans sa bulle et son espace n'importe comment. Et ça, c'est capital. On n'aide pas assez les enfants à se poser. Alors c'est important puisque dans la maison, l'enfant doit avoir un endroit où il va se poser, et puis il doit avoir un autre endroit, c'est l'endroit des colères. Vous savez, je reviens à la colère qu'on ne peut pas exprimer. Moi, j'aime beaucoup les bons de colère. Alors, quand on met les bons de colère en marche, ils sont valables pour les adultes. Non, parce que ça fait partie des... Enfin, je fais le lien... J'aime bien tisser des liens, les rituels. Oui, j'ai le droit de piquer une colère. Par contre, je n'ai pas le droit de la piquer sur le dos des autres. Et je n'ai pas le droit de faire en sorte que ma colère mette les autres eux-mêmes en colère. Donc, il doit y avoir un endroit où on peut aller piquer sa colère. Et pour aller piquer ma colère, il faut qu'il y ait un rituel. Je demande un bon de colère où je le prends. Je vais dans l'endroit, je vais piquer ma colère, et puis je reviens après. Alors moi j'ai une habitude, je fais beaucoup de kilomètres, et en voiture au début je klaxonnais beaucoup. Sauf que quand vous klaxonnez l'autre devant qui est déjà paniqué, c'est la double panique. Et au lieu de créer quelque chose qui est fluide, ça allait. Donc maintenant je laisse faire. Une fois que j'ai doublé l'autre ou que je suis en sécurité, je gueule dans la voiture. C'est-à-dire que je pique la colère que je n'ai pas pu avoir avant. Les enfants ont besoin de piquer les colères, mais ils n'ont pas le droit de les piquer au milieu de tout le monde. Donc d'avoir un lieu de colère, oui, c'est fabuleux. D'avoir des bons de colère, oui, c'est fabuleux. Et l'enfant pique sa colère, non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la règle de la maison, ce n'est pas ce qui se fait. Je ne t'interdis pas de piquer ta colère, parce qu'elle est légitime. Par contre, je te demande d'aller piquer ta colère au garage, dans ta chambre. Alors, il y a plein de méthodes. Il y a une méthode, c'est l'oreiller de colère. Bon, il ne faut pas dormir dessus après. C'est l'oreiller de colère où l'enfant va aller taper sur l'oreiller ou l'adulte. C'est le punching ball. C'est d'aller faire le tour de la maison. Et puis, c'est aussi dire à l'enfant, s'il n'a pas besoin de crier, de frapper, effectivement, de prendre son vélo, de faire des tours de vélo, d'aller taper dans le ballon dehors, mais de choisir un endroit et une forme de colère acceptable et positif pour tout le monde. C'est un vrai besoin. Et je pense que dans notre société,
Si on est autant râleur, c'est qu'on n'exprime pas assez nos émotions. Et quand je parlais de la gestion des troubles de comportement des clients, ben souvent, c'est celui qui est au bout de la chaîne qui se prend la colère. Je gueule pas parce qu'avec mon chef, je ne peux pas gueuler. À la maison, je ne peux pas gueuler, l'autre il gueule plus fort que moi. Par contre, quand je vais quelque part et qu'il y en a un qui est prêt à recevoir mon engueulade, et regarde, et j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, j'en ai cinq, j'en ai... Bon, je m'arrête à 5, c'est déjà pas mal. Et en fait, nous, on fait ça. C'est-à-dire que souvent, on va piquer notre colère qui est contre quelqu'un ou à un moment donné, ou contre nous-mêmes parce qu'on n'a pas réagi, on va la transmettre à un autre moment. Donc, vous vous imaginez bien que si à l'enfant, on lui donne ce modèle-là, ben, quand ça ne va pas à l'école, quand ça ne va pas au centre de loisirs, quand ça ne va pas avec les copains, où est-ce qu'il va piquer sa colère? À la maison. Mais enfin, avec tout ce que je fais pour toi, tu pourrais prendre soin de nous. Mais oui, parce que si on n'habitue pas l'enfant à réagir, à prendre la parole, à imaginer des solutions, effectivement, il va revenir à la maison avec des colères, parce qu'il n'aura pas su réagir. Il sera en colère contre lui, et en fait, il sait à la maison, l'enfant, qu'il a un amour inconditionnel. Ça veut dire quoi? Il sait que même avec une colère, ben après vous lui ferez un bisou. Parce que vous l'aimez. Mais ça ne l'emmène pas vers l'autonomie. L'emmener vers l'autonomie, c'est reconnaître la colère, donner un lieu pour la colère, pour pouvoir le faire, donner aussi des écrits, donner la créativité pour exprimer la colère, ça c'est une autre manière. Moi j'aime beaucoup les rituels, et puis comme j'ai une grande imagination, que je suis comédien et metteur en scène, on avait créé un petit lutin à la maison. Quand les enfants étaient petits, alors ça on le met en place aussi dans des écoles, là on crée un personnage, et le personnage reçoit, l'enfant lui écrit, ou lui dessine tout ce qui lui a pas plu, ou tout ce qui lui a fait plaisir dans la journée. Alors quand ils sont tout petits et qu'ils n'écrivent pas, c'est marrant parce qu'ils vous écrivent. Ils vous écrivent le truc que vous leur avez fait. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vous dire que, comme ils écrivent au petit lutin, c'est vous qui écrivez. Oui, alors papa aujourd'hui il m'a dit ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça, et c'est le petit lutin qui l'entend, mais c'est vous, le papa, qui l'écrivez. Et bien sûr, le petit lutin y répond. Le petit lutin, la petite fée, le personnage va répondre. Et l'enfant, là, il exprime ses émotions, il exprime ce qu'il est, il exprime son point de vue. Donc plus j'exprime mon point de vue, plus je développe l'autonomie. L'enfant a un vrai besoin d'expression. Il sait faire. Mais il faut qu'on soit prêts, nous, à l'entendre.